ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est effectivement à quoi sert la justice pénale internationale. Et la première question qu'on peut se poser, c'est le monde aujourd'hui est-il moins violent? Est-ce qu'on est plus ou moins barbares, nous, les humains? Moi, je travaille sur les crimes de guerre. La justice pénale internationale, la guerre dont nous a parlé Aymeric. Et la réalité de cette guerre, c'est les combattants, effectivement. Moi, je suis du côté des victimes. J'ouvre des charniers, je poursuis des enquêtes et j'accompagne ces victimes pour obtenir un peu de justice. Alors, qu'est-ce qu'un criminel de guerre? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Moi, je me la pose beaucoup. Est-ce que chacun d'entre nous, n'importe qui, peut basculer? Pouvons-nous tous devenir des bourreaux? Cette question, elle se pose pour chacun. On vit dans un monde aujourd'hui où il y a énormément de conflits. Partout, on nous parle de Daesh, on nous parle de Boko Haram, donc je reviens du Sahel, le Soudan, l'Afghanistan, la République démocratique du Congo, le Burundi aujourd'hui. Tous ces pays, je les ai faits, je continue de les faire. Pourtant, j'ai une bonne nouvelle. Le monde va mieux. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous engage à regarder les statistiques faites par l'excellent Hans Rosling, médecin, statisticien, qui nous montre que les revenus par habitant, depuis 120 ans, progressent et qu'on vit plus longtemps et que les guerres les plus terribles, comme la Première et la Seconde Guerre mondiale, n'ont pas affecté ce progrès. Et le droit international pénal y est pour quelque chose aussi. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, l'humanité a vécu la Shoah. Et la réponse qui a été donnée en matière de justice pénale internationale a été le tribunal de Nuremberg. Et en 1948, le tribunal de Nuremberg est monté et on commence à poser des mots sur des faits. Et pour moi, la justice pénale internationale, c'est d'abord ça. Et puis, ce prémisse qui va rester un peu lent pendant plusieurs années, ce sont les débuts d'une marche entreprise par cette justice pénale internationale, silencieuse, lente. Et les années 90 nous amènent, avec le conflit en Bosnie et au Rwanda, à la décision de créer 2 tribunaux ad hoc. Le tribunal pénal international de La Haye, pour lequel j'ai travaillé, où j'ai commencé ma carrière, et le tribunal pénal international pour le Rwanda. Des tribunaux hybrides aussi, dont on parle beaucoup moins, existent en Sierra Leone, au Cambodge, pour le Liban. Et puis, le succès de cette justice pénale internationale, c'est cette fameuse Cour pénale internationale qui est permanente aujourd'hui et qui est là pour juger les crimes contre l'humanité, les génocides, les crimes de guerre. Un crime contre l'humanité, qu'est-ce que c'est? Un crime contre notre propre humanité. Mais cette justice pénale internationale, on peut effectivement se demander à quoi elle sert. Est-ce que Bachar el-Assad, aujourd'hui, il est préoccupé par la Cour pénale internationale? Pas trop, non. Est-ce que Bachir, président du Soudan, est préoccupé par la Cour pénale internationale qu'il a mis en accusation depuis 10 ans? Pas vraiment. Alors, on peut se dire, bon, très bien, ces institutions, elles sont là, ça sert à quoi? La deuxième question, c'est, est-ce que cette justice pénale internationale sert les victimes? Est-ce qu'elle apporte quelque chose? Là encore, elle apporte beaucoup d'espoir. Elle a fonctionné pour le tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Mais là, il y a une semaine, les victimes, parce que la Cour pénale donc, donne une possibilité pour les victimes de se porter partie civile,
je travaille aussi sur ces questions, et les victimes du Soudan, qui s'étaient portées partie civile devant la Cour pénale internationale, ont décidé de retirer leur plainte au bout de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'elles ne voient rien venir, parce que le président Bachir se promène partout dans le monde sans aucun problème. La Cour pénale internationale n'a pas de pouvoir de coercition. La justice pénale internationale n'a pas de bras armés. Émeric nous a parlé, nous a montré Kadhafi. J'ai travaillé en Libye. Saïf al-Islam, le fils de Kadhafi, est en Libye, mis en accusation par la Cour pénale internationale, mais il n'est pas à La Haye. Alors, moi, je me suis posé des questions aussi. Est-ce que la justice pénale internationale, ça n'est que ces juridictions pénales internationales? Est-ce que ce ne sont que ces tribunaux, cette cour pénale dont tout le monde parle et au final, pas tellement grand monde comprend comment elle fonctionne? Ben non. La justice pénale internationale, c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde. La plupart des États du monde définissent et qualifient les crimes de guerre, les génocides, la torture. Beaucoup de pays du monde aussi entreprennent dans leur pays des actions en justice, parfois avec une certaine volonté politique, mais la plupart du temps surtout parce que ce sont les victimes qui s'acharnent et qui se battent pour ça. Et c'est auprès d'elles que je fais ce travail. Et tout ce travail-là, il est possible. Et pour moi, la justice pénale internationale, c'est ça. En 2009, en Bosnie, j'ai créé une unité de crimes de guerre avec les procureurs et les policiers locaux. J'ai conduit le premier procès de viol pour crimes de guerre. En Libye, j'ai accompagné le ministre de la Justice, Margani, et on a fait adopter par décret une loi qui reconnaît les viols massifs qui ont eu lieu en Libye et met en place une commission. En Bosnie, j'ai fait adopter des décrets de loi qui amènent réparation aux victimes. En Croatie, il y a quelques semaines, le modèle de cette loi a été adopté. Encore une fois, sur les viols, qui sont des crimes de guerre, et dont je vous parlerai un tout petit peu plus tard. Donc cette justice pénale internationale, peut-être qu'il faudrait qu'on arrête de la regarder comme ça en haut, cette cour pénale dont on attend tout, et en fait l'impossible. Aujourd'hui, on a pas mal parlé dans certains talks de la technologie. On vit dans un monde globalisé. On peut effectivement s'informer, on peut tous agir, exprimer nos opinions. On peut disrupter le système. Seulement moi, dans mon domaine à moi, les institutions internationales où tout est lisse, disrupter le système, c'est super plus difficile que tous ces entrepreneurs et ces startups, croyez-moi. Et pourtant, moi, je continue ce travail parce que je crois que la justice du futur, c'est justement de disrupter ce système. Comment? D'abord, en arrêtant de regarder les victimes comme des victimes. Les victimes, la plupart du temps, elles ont vécu des choses horribles, mais ce sont des gens d'une dignité qui sont capables de conduire des combats acharnés pendant des années, juste pour qu'on leur reconnaisse un tout petit peu de justice, juste pour qu'on leur reconnaisse leur existence. Ouvrir un charnier, retrouver quelqu'un, pouvoir l'enterrer, ça redonne cette dignité à ces victimes. Je reviens du Tchad, effectivement, et vous l'avez certainement vu en ce moment, à Dakar, il y a le procès en cours d'Hissène Habré, ancien président du Tchad. Et si ce procès a lieu aujourd'hui, c'est grâce aux victimes qui se sont battues pour qu'il ait lieu, c'est grâce à la pression publique. En France, on a eu des condamnations sur le Rwanda. Il y a quelque chose qui s'appelle la compétence universelle, qui existe depuis très longtemps, que les États peuvent mettre en place. La France le fait, avec des conditions malheureusement un peu particulières, dont celle de résidence.
Aller sur le terrain, c'est aller regarder les conflits d'une autre façon. Émeric le fait du point de vue des combattants et de la guerre, et là où je le rejoins, c'est que la réalité de la guerre, elle n'est pas blanche ou grise. La réalité de la guerre, elle a la couleur des ciels gris d'hiver. La guerre, c'est les combattants, c'est ces images qu'on a vues, mais ce sont des victimes et des histoires de personnes. Aujourd'hui, quand vous allumez votre télévision, votre téléphone, votre iPad, tout ce que vous voulez, on vous parle de crimes en masse, on vous parle de chiffres. Mais chaque chiffre, c'est vous et c'est moi. C'est des histoires de personnes, comme vous et comme moi, qui ont une histoire, qui sont médecins, chirurgiens, qui aiment le bleu, le rouge. Ce sont des gens. Et cette justice pénale internationale, elle fonctionnera que si elle est portée par ces gens-là, comme elle l'est aujourd'hui. Chacun d'entre vous, vous pouvez aussi y participer, en vous informant, en vous engageant. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis juriste. L'impossibilité, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Je suis déterminée. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Quand on va travailler dans le Sud Kivu, où j'étais en début octobre, ou au Tchad, où ça a été extrêmement difficile, on est un peu désespéré. Mais il y a plein d'autres endroits où ça marche. Et puis le temps fait qu'on avance. La preuve. On a la Cour pénale internationale aujourd'hui, il y a 50 ans, on n'avait rien. Et puis rappelez-vous, le monde va mieux. Alors, je continue ce travail sur le terrain, et puis l'année dernière, j'ai créé une ONG consacrée à la violence sexuelle dans les conflits. Parce qu'une des particularités qui a été oubliée, c'est que le viol est un élément constitutif de crimes de guerre. Et on l'oublie souvent, on en parle peu. Alors j'ai décidé d'en faire un enjeu mondial public. Dans quelques temps, on va lancer une campagne, parce qu'on fonctionne sur un système très collaboratif, en amenant les gens à s'engager. Pas spécialement avec de l'argent, pas spécialement avec du temps, mais avec plein de choses, en s'informant, en partageant, en expliquant ce que c'est que le viol de guerre. Chacun d'entre vous, vous pouvez décider le monde dans lequel vous voulez vivre. Je ne crois pas aujourd'hui, en 2015, que les institutions ou les politiques peuvent décider de tout. Vous avez dit quoi, le think tank, c'est vous? Je crois que c'est profondément vrai. Le think tank, c'est vous. Et puis, j'avais envie de vous citer cette phrase qui, moi, m'a toujours portée dans mon travail, de l'excellent écrivain Mark Twain, qui disait « Les 2 jours les plus importants de votre vie, c'est celui où vous êtes né, quand vous êtes né, et le second, c'est celui quand vous avez compris pourquoi. » Alors ce soir, ce que j'avais envie de vous dire, plutôt que de vous parler de charniers ou de crimes de guerre, c'est chercher votre sens à vous. Trouvez votre pourquoi. Soyez courageux, soyez bienveillants et soyez optimistes. Merci.